Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jeux auxquels j'ai joué cette semaine. On va en parler de 6, mais finalement pas mal de petits jeux parce que pas trop le temps cette semaine entre l'anniversaire de ma mère, la fête des mères, les jours fériés et donc du coup ça veut dire tondre la pelouse, etc. Bah finalement assez peu de temps pour moi. On a quand même joué à Paper Dungeons, à Distilled, à Applejack, à Cartaventura Lhasa, Level 10 et Next Station London. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parcourir le timer de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera un grand plaisir. Et puis aussi, abonnez-vous. Allez, on commence tout de suite. On commence par un des deux roll and write de la journée, de la vidéo plutôt. Paper Dungeons, un jeu de Leandro Pires édité par Super Meeple. Plutôt étonnant parce que Super Meeple font d'habitude plutôt des jeux experts. Et là, pas du tout. C'est un petit roll and write très familial, mais très sympa. Je n'y avais pas joué, je l'avais récupéré il y a une paire de mois en occasion et j'avais toujours pas pris le temps d'y jouer. Et pourtant, c'est un jeu qui est très accessible et très sympa grâce à une mise en place aléatoire. C'est-à-dire qu'on est un aventurier, on est un groupe d'aventuriers puisqu'on est un prêtre, un voleur, un mage et un guerrier et on va parcourir un donjon tiré aléatoirement. On va tirer une carte en début de partie avec une petite description, un petit texte pour nous mettre dans l'ambiance, et puis ça va nous permettre de mettre des murs à certains endroits dans le donjon. Du coup, ça modifiera un petit peu nos déplacements et positionner également les 3 boss, puisqu'à la fin de chaque manche qui est composée de 3 tours pour simplifier, on va affronter un boss. Donc ça va être tiré aléatoirement, ces boss auront des affinités, etc. Et donc c'est un roll and ride, donc on lance les dés, en fonction de ces dés, on peut améliorer le niveau de nos personnages, créer de l'équipement, crafter des potions, et bien sûr se déplacer dans ce donjon pour aller affronter des ennemis, pour éviter des pièges, récupérer des objets et aller tuer les boss. Un jeu qui est très sympa, avec du coup des monstres qui seront tirés aléatoirement à chaque partie, avec des objectifs personnels qui seront tirés aléatoirement entre chaque partie, avec un équipement spécial, un petit objet qui va nous apporter un bonus et souvent un petit malus associé qui est donc tiré aléatoirement à chaque partie, et puis aussi 3 objectifs généraux, mais quand on joue en solo, eh ben, ils sont que pour nous dans tous les cas, qui seront tirés, je vous le répète encore une fois, aléatoirement entre chaque partie. Donc finalement, on a une grosse variabilité. Il y a prochainement une extension qui est prévue, je crois, peut-être en septembre ou quelque chose comme ça, je n'ai pas la date, mais c'est prévu pour 2023. Eh bien, je pense que je m'achèterai des One parce que c'est un roll and write que j'ai énormément apprécié. Par contre, gros défaut qui aurait pu être rédhibitoire, mais coup de chance, le jeu est sorti il y a perpète et du coup maintenant eh ben, il commence à y avoir des gens sur internet qui sont un peu futés. Le mode solo, il y a des règles, mais il n'y a absolument pas de comparatif de score. C'est démerdez-vous, faites ce que vous voulez, vous faire le plus gros score. Aucun moyen de savoir si on est bon ou mauvais, aucun moyen de se comparer à d'autres. Sur BGG, j'en parle souvent, si vous ne trouvez pas de mode solo, si vous ne trouvez pas un point sur un mode solo, si vous trouvez qu'un truc est un peu dommage, vous allez sur BGG, il y a des gens qui ont fait des choses. Et il y a une campagne solo qui existe. Je ne l'ai pas encore joué, mais vous pouvez télécharger la campagne solo qui est une campagne non officielle. Et puis, il y a également, et ça c'est officiel maintenant, un barème de score qui sera présent d'ailleurs dans la prochaine extension. Je ne sais pas si ce barème est... si la prochaine extension va rajouter d'autres scoring et donc qui va permettre d'aider ce barème de points. Mais le barème de points, en tout cas, il est quand même assez chaud à obtenir, probablement que je ne vois pas le jeu dans le bon sens, etc. Mais c'est assez chaud de faire un bon scoring. Pour moi, une bonne partie, c'est aux alentours de 80, mais pour le jeu, une bonne partie, c'est plutôt aux alentours de 100, et une très bonne partie, c'est au-dessus de 120. En tout cas, un jeu excessivement sympa, mais pour le solo, dès le début, ils auraient pu penser quand même à un tableau de comparaison de score, c'est le minimum syndical. Allez, on passe à Cartaventura Lhasa de Blam, un jeu fait par je ne sais pas qui, par Thomas Dupont, en tout cas une idée de Thomas Dupont, scénario de Arnaud Ladagnou et illustré par Guillaume Bernon et Jeanne Landard. J'avais déjà fait un Cartaventura, celui qui se passe dans le monde des cowboys, Oklahoma je crois, là c'est Lhasa. Je crois qu'il est un peu plus vieux, je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui le revendait sur un groupe. C'était très peu cher, je crois que c'était 5 euros, sinon je ne l'aurais absolument pas pris parce que le premier Cartaventura, enfin le premier que j'ai fait, m'avait déçu. C'est un livre dont vous êtes le héros, en beaucoup moins détaillé, parce que vous avez beaucoup moins de possibilités, vous avez beaucoup moins de profondeur de scénario. C'est assez superficiel et ça m'avait du coup énormément déçu. Dessus, c'est écrit 1 heure de partie, mais en fait en 1 heure, c'est si vous faites toutes les fins du jeu, parce qu'une partie, en réalité, c'est 15-20 minutes. J'ai quand même pris cette deuxième boîte parce que c'était pas cher et que c'est quand même sympa, hein, mais c'est pas... Je suis assez étonné que ça a été notifié à l'Asdor, etc., alors qu'au final, ça ne réinvente rien du tout. Si vous voulez un livre dont vous êtes le héros, bah achetez un livre dont vous êtes le héros. Là, finalement, là, ça, j'ai préféré, parce que l'univers des cow-boys, c'est ultra connu, la guerre de sécession, etc., l'esclavagisme,
ça on connaît. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut minimiser le problème, mais on connaît. Et là finalement, l'exploration de la Chine, du Tibet, début du 19e siècle, ça rapporte une ambiance, une atmosphère que je ne connaissais pas. En plus, il y a un petit gimmick assez sympa, c'est que là, vous allez commencer avec une carte avec deux pièces d'argent, de la monnaie, quoi. Et en fonction de vos actions, ça va peut-être vous faire dépenser de l'argent ou gagner de l'argent. Et donc, il y a certaines actions que vous allez pouvoir faire, certaines discussions que vous allez pouvoir choisir si vous avez un certain nombre d'argent ou après, plus tard, un certain nombre de chakras. Ça, c'est un petit gimmick que j'ai plutôt apprécié. Par contre, c'est toujours aussi léger sur le scénario. Vous avez le scénario qui tient sur, quand même, il faut le dire, sur un timbre-poste, hein, désolé pour les auteurs, mais c'est quand même très léger. Le côté historique est présent, mais quand même assez survolé. C'est ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est que c'était un scénario qui nous faisait apprendre plein de choses sur de l'histoire. Au final, c'est assez léger. Si vous voulez vraiment le côté historique, il faut lire le guide qui est écrit, qui est à côté, mais c'est pas vraiment dans le jeu. Le jeu, c'est assez léger. On va suivre la trace là de Elisabeth, de Alexandra, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alexandra David Neal. Et au final, on va aller courir derrière, donc on va pas être elle, on va pas apprendre de ses découvertes, on va juste rechercher, savoir où est-ce qu'elle a disparu. Donc finalement, voilà, c'est pas là où vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'histoire. Voilà, je sais plus où j'en suis, je me suis perdu, donc c'est sympa, mais finalement c'est très très léger. Et encore une fois, si vous voulez un truc comme ça, prenez un livre dont vous êtes le héros, ça sera plus profond, vous aurez plus de choix. Là, c'est vraiment un petit truc sympa, mais jouez avec vos enfants pour les occuper avant de manger. Est-ce que c'est un jeu de société? Non. Est-ce que c'est sympa? Oui. Est-ce que ça mérite d'être une gamme aussi importante? Eh ben ça, je vous laisserai juge. Le gros jeu de cette semaine, j'en ai fait une vidéo qui est sortie mardi dernier, il s'agit de Distilled, stratégie sans modération, un jeu édité par Matago, enfin plutôt localisé par Matago, édité par Paverson Games, un jeu 2, c'est écrit ici, Dave Beck et illustré par Eric Evensen. On va le poser parce que c'est assez lourd, c'est un bon gros bébé de 70 €. C'est un jeu clairement premium qui sort d'un Kickstarter parce que le matériel est vraiment très beau, rien que le compteur de tours, c'est un petit tonneau en bois sculpté, etc. C'est magnifique, il y a des game trays, c'est le matériel est de qualité. On va hériter de la distillerie familiale qui est un petit peu à l'abandon, qui est un peu en perte, etc. Et on va essayer de redorer son blason et de devenir du coup une très très bonne distillerie. Vous allez tirer un distilleur professionnel, vous allez tirer votre distilleur aléatoirement qui va venir d'une certaine région, qui va avoir un petit pouvoir spécial, qui va vous donner une mise en place de départ un peu différente. Donc on aura une asymétrie autour de la table où chaque partie sera différente si vous jouez tout seul. Et donc c'est un jeu de gestion de ressources où on va distiller et la phase de distillation est vraiment ultra intéressante. Pour distiller, on vous apprend qu'il faut de l'eau et des levures et puis des sucres. Des sucres que vous allez pouvoir récupérer dans le marché. À chaque fois que vous mettez un sucre dans votre washback, qui est la zone où on distille, on rajoute un alcool. Vous mettez 3 sucres, vous mettez 3 alcools. Et donc, une fois que vous avez préparé votre recette, parce que vous avez un livre des recettes, vous savez que pour du whisky, il faut tel type de sucre et absolument pas de ce sucre. Si vous voulez faire un moonshine, vous savez qu'il faut aucun sucre. Si vous voulez faire du rhum, enfin bref, vous avez un petit listing de recettes et donc vous préparez, vous réfléchissez à ce que vous allez faire. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients dans votre washback, vous mélangez. Et la notice qui explique pas mal de choses, les règles du jeu plutôt, qui explique pas mal de choses sur la distillation, vous apprend que quand on distille, la première alcool qu'on sort du tonneau est toxique. On appelle ça la tête du spiritueux et du coup on le met à la poubelle. Et pareil, la queue n'est pas toxique, mais il y a des mauvaises odeurs, un mauvais goût, et du coup on la retire. Et bien là c'est pareil, toutes les cartes que vous allez mettre dans votre distillateur, dans votre washback, vous allez mélanger, vous allez retirer la première carte et la dernière carte, qui ne seront pas perdues, vous la remettrez dans votre cellier, mais du coup vous faites votre alcool avec ce qui reste. Donc peut-être que la carte qu'il fallait absolument pour pouvoir créer votre whisky, eh bien vous l'avez perdu dans la tête ou dans la queue. Donc est-ce que finalement vous allez prendre ce risque de rater votre alcool et de faire un alcool beaucoup moins prestigieux, ou est-ce que vous allez assurer le coup et mettre un peu plus de sucre adapté histoire de réussir? J'aime beaucoup cette mécanique, j'aime beaucoup cette impression de faire vraiment notre distillation. C'est très très sympa. En plus, une fois que c'est ça, on le met dans un tonneau, on le met dans un fût, on met notre petite étiquette dessus avec le nom de l'alcool, et si on veut, si c'est un alcool qui peut vieillir surtout, eh bien on va le mettre en cave et à chaque tour on va rajouter un arôme tiré aléatoirement et à l'aveugle. Donc on ne saura que quand on va le vendre les arômes qu'on aura, ça peut être des arômes de tabac, ça peut être des arômes d'orange, etc. qui vont nous rapporter plus ou moins d'argent. C'est très très fun de ce côté-là, c'est très sympa, on est vraiment immergé. Et le mode solo est une perfection absolue. Ce n'est pas un automa, ce n'est pas un beat your own score, vous allez créer un arbre d'objectifs, de défis, un peu à la Seven Wonders Duel, c'est-à-dire que vous avez 5 lignes de défis. Pour réussir le mode solo, il faut réussir un objectif de chaque ligne. Des lignes qui sont composées de 2
à 4 défis. Vous commencez au niveau 1, vous avez 2 défis. Vous réussissez un des défis, vous mettez votre pion dessus, et dans ce cas-là, vous allez retourner les 2 défis qui sont directement connectés à l'objectif que vous avez fait. Et donc, vous allez devoir réussir votre parcours, prévoir que si l'objectif final qui vous intéresse au niveau 5, c'est celui de droite, peut-être que vous n'allez pas devoir faire trop les objectifs de gauche parce que tôt ou tard, vous ne rejoindrez pas cet objectif. Et en plus d'avoir ici un objectif par ligne, eh bien, il faut réussir un scoring qui dépend de l'objectif A que vous avez terminé, l'objectif de niveau 5, et le ou les objectifs de niveau B que vous avez fait. Et ça, c'est très sympa. On a des objectifs qui vont être tirés aléatoirement. On a un gros paquet de cartes. On aura un arbre qui, du coup, permettra une disposition différente. Cette réflexion, cette prévision, il faut programmer ce qu'on veut faire si on veut réussir notre arbre et réussir notre scoring. Un jeu vraiment, j'ai envie de dire, parfait si on accroche au thème qui peut être un peu clivant parce qu'il faut aimer l'alcool, etc. Si on accroche au fait de dépenser 70 €, parce que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs, donc vous avez du matériel pour 5. En solo, ça peut toujours être cher, c'est sûr et certain, mais j'aime beaucoup le thème, j'aime beaucoup cette mécanique de distillation, j'aime beaucoup ce mode solo qui est pour moi tout simplement parfait. Distilled, un gros coup de cœur, je pense qu'il sera assez facilement dans mon top du premier semestre 2023. Est-ce qu'il sera en top en fin d'année, je sais pas, mais un absolu coup de cœur. Allez, on va repasser sur du jeu beaucoup plus léger avec Level 10. Un jeu, c'est pas une nouveauté, j'ai déjà fait une paire de parties, mais j'ai rejoué un petit peu cette semaine, un jeu de Hisashi Hayashi illustré par Francisco Coda, et c'est dans la gamme des Pixel Series de chez Matago, décidément encore du Matago cette semaine. Une gamme qu'ils ont pas mal faite l'année dernière, qui finalement j'ai l'impression a été un petit peu abandonnée, ils en ont sorti 4 ou 5, probablement que ça n'a pas trop marché, parce que est-ce que l'univers finalement Pixel attire vraiment les joueurs de jeux de société? Est-ce que c'était pour draguer les joueurs de jeux vidéo ou cet univers un peu geek? Je sais pas. J'avoue que moi je suis pas non plus très... Alors je suis un rétro gamer dans l'âme, hein. Je suis un collectionneur de jeux vidéo, j'ai plus de 5000 jeux vidéo, donc moi le rétro ça m'attire, mais finalement c'est vrai que dans un jeu de société, ce design me plaît pas des masses, c'est pas ça qui m'a attiré. Moi je suis un gros fan de The Game, c'est notre jeu préféré avec ma compagne, notre deuxième jeu préféré je pense avec ma compagne. Peut-être elle, je pense que c'est son préféré, mais moi ça va être le deuxième. Quand on joue, le peu de fois où on joue, c'est on joue à The Game, hein, tout simplement. Et là, c'est pareil, c'est un jeu de communication, un jeu de coopération plutôt, mais à communication muette. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire ce qu'on a dans nos mains, on peut dire va pas trop là, mais on doit se taire. Ce jeu se joue en solo, et ça c'est vraiment bien. Et le but, c'est qu'on va devoir poser des cartes le long de 5 lignes. 5 lignes de cartes d'une couleur précise, on a une ligne violette, une ligne rouge, une ligne jaune, une ligne bleue, etc. Et on va devoir placer 10 cartes dans cette ligne. Des cartes de 1 à 8 et les cartes réinitialisation qui sont des cartes 0. À chaque tour, on va poser une carte dans une ligne et piocher. Sauf que pour poser une carte, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à la précédente de la même ligne, il faut qu'elle soit de la même couleur, et on ne peut pas mettre une carte dans la seconde case de la ligne tant qu'on n'a pas terminé une colonne entière, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis une carte dans chaque ligne. Et à chaque tour, dans chaque colonne plutôt, on est obligé de mettre une carte réinitialisation, on en a 2, donc une carte 0 qui fait que la prochaine carte, finalement, va partir de 0. C'est-à-dire que si vous avez mis un 7, la case d'après, vous avez mis une réinitialisation, donc vous êtes à 0, la prochaine fois, vous pouvez repartir à 1. Et donc, vous gagnez si vous arrivez à mettre les 50 cartes, 10 cartes par rangée, les cartes de 1 à 8 et les 2 réinitialisations, et vous perdez tout simplement, c'est un moment où vous ne pouvez plus jouer. Ça se joue pas mal en multi, même si clairement je préfère The Game dans ce genre-là, c'est beaucoup plus fun. Et en solo, c'est un petit casse-tête, une petite partie, ça dure entre 5 et 10 minutes. On a plaisir à en faire une deuxième, puis une troisième. On a moyen de rendre le jeu plus ou moins facile avec des cases pause. Un petit jeu, je pense que pour moi, c'est mon préféré de la série. Alors j'ai toujours pas joué à Cyberdoom Tower ou un truc comme ça, mais celui-là il est sympa, c'est mignon, c'est plaisant, c'est pas trop prise de tête, un petit puzzle game, non peut-être pas, mais un petit jeu sympa. On va maintenant parler de Applejack. Je mets les doigts comme ça parce que j'imagine que j'aurais mis une incrustation, parce que pour une fois c'est un jeu que je ne possède pas, non pas que j'ai joué chez des potes à des jeux de société, parce que je n'ai aucun pote qui joue à des jeux de société, mais j'y ai joué sur BGA. Applejack, c'est le nouveau jeu de Uwe Rosenberg. L'illustrateur, j'en ai aucune idée du coup parce que je n'ai pas la boîte sur les mains. C'est édité en France par Je n'en ai aucune idée, mais c'est sorti ce mois-ci. Et Applejack, c'est un jeu qui se joue en solo. Mais jouable jusqu'à 4, voire peut-être jusqu'à 5, non, jusqu'à 4. Je n'y ai jamais joué en solo parce que je ne l'ai pas et que sur BGA, parce que j'y ai joué sur BGA, je ne sais plus si je l'ai dit, il est jouable de 2 à 4. Donc j'y ai testé, j'ai fait 2 parties et ça m'a rappelé pourquoi j'aime jouer tout seul. C'est que les 2 mecs avec qui j'ai joué, ils mettaient des plombes à choisir leur action, ça me rendait fou. Moi j'aime jouer au tac au tac, même quand il y a de la réflexion, je réfléchis pas 15 ans. J'aime réfléchir, mais finalement quand j'ai un gros doute,
bah je balance un truc et puis on verra bien. Je trouve ça rigolo aussi un peu de poser les cartes sur table, de faire un all-in. Et eux, franchement, ils étaient en train de bugger sur leur écran, ça me rendait fou, quoi. Des parties d'un jeu qui aurait dû durer 15 minutes, ça a pris 25 minutes. Allez, c'est pas énorme une partie de 25 minutes, mais je supporte pas attendre mon tour et ne pas jouer. C'est aussi pour ça finalement qu'on joue assez peu avec ma compagne, c'est que j'ai tendance à souffler ou à le dire de se grouiller quand elle met un peu trop de temps à réfléchir. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est plutôt sympa. C'est un jeu où on va récupérer des tuiles et on va poser ces tuiles dans notre verger pour faire du scoring avec du miel. Celui qui a le plus de miel à la fin de la partie a gagné. Et donc, on va avoir un plateau avec à chaque fois des paires de tuiles. Sur ces tuiles, il y a des ruches. C'est le coût que va nous coûter la tuile si on va la récupérer. Sur cette tuile, on a également des pommiers, des fruits différents et des fleurs. Quand on les place sur notre plateau, si on arrive à connecter deux ruches de la même valeur, eh bien, on récupère l'argent. C'est-à-dire qu'on a la tuile finalement gratuite. Et puis, sur le plateau, quand on avance notre pion, il y a des phases de récolte. Et là, on va regarder nos zones de fruits du type de la récolte en question et on va récupérer du miel, un miel pour chacun de ces fruits. Sauf que on a ce dé qui commence par une valeur de 1, on va réduire cette valeur de 1. Au deuxième tour, ce dé sera 2, donc finalement, il faudra qu'on ait plus de fruits pour que notre récolte soit bonne, parce que si vous avez 2 pommes vertes, la première fois que vous allez récolter une pomme verte, bah, le dé à 1, vous n'en aurez qu'une seule. Par contre, tour d'après, si le dé à 2, bah, finalement 2 moins 2, 0. Donc il faudra augmenter de plus en plus votre verger. On a également à la fin de chaque vraiment tour de plateau, une phase de floraison. On va gagner des points pour toutes les fleurs qu'on a dans nos vergers, x2. Et puis c'est un petit système comme ça de puzzle où on va devoir essayer de connecter nos pommes pour faire des belles zones et on va devoir essayer de connecter nos ruches pour pas perdre trop d'argent et puis finalement de faire un joli petit scoring. Sur BGA c'est très bien parce que du coup les scorings sont faits de manière automatique et il y a quand même beaucoup de scoring, notamment sur le décompte final. Alors j'ai fait mes parties, j'étais pas très bon, hein. Mais sur mon décompte final, on passe finalement de 30 points à 80 points. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à compter, on a 6 fruits différents, il faut faire les calculs, il faut vérifier les zones, etc. Ça peut être, le calcul en réel peut être un peu compliqué, j'ai l'impression, et un petit peu long. Donc sur BGA, c'est parfait, c'est fait automatiquement. Un jeu qui est assez casse-tête, un jeu qui n'est pas ultra révolutionnaire, un jeu qui n'est pas ultra fou, c'est pas ultra fun non plus, mais c'est vraiment un petit casse-tête qui est assez sympa et j'aimerais bien y jouer en solo. J'espère que sur BGA ils mettront le jeu en solo. Je pense pas l'acheter puisque ça coûte 36 € pour un jeu qui n'est pas d'une innovation folle, qui n'est pas ultra beau graphiquement, qui n'a pas un matériel de fou. Je trouve le jeu peut-être un poil cher. Après, peut-être que sur des sites, il y a moyen de l'avoir un peu moins cher, hein, j'ai pas vérifié. Mais un petit casse-tête, un petit jeu de placement de tuiles où on va devoir essayer de faire des belles zones qui est assez sympa. Essayez-le sur BGA, je ne sais pas si c'est en version premium ou pas, mais j'imagine que vous avez le premium tellement c'est peu cher. Et en tout cas, ça se joue en multijoueur et si le jeu vous plaît, bah, vous l'achèterez peut-être en solo. Et enfin, le dernier jeu, pareil, c'est pas une nouveauté, mais je sais même pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Si, j'en ai parlé dans les meilleurs jeux 2022, une des premières vidéos de ma chaîne, donc finalement, peu d'entre vous a dû la voir. Même si elle avait quand même beaucoup marché pour une chaîne débutante, mais c'est peut-être pour moi l'un de mes flip and write préférés, même si je ne l'avais pas mis dans mon top des jeux solo. Est-ce que je l'avais mis dans mon top des jeux solo? Non, je pense pas. Mais c'est clairement le jeu où j'ai le plus joué. Je suis à 40 parties, je crois, un truc comme ça. Alors c'est de la triche parce que les parties, je les fais sur BGA et c'est en 5 minutes, le scoring est automatique, etc. Mais c'est clairement un jeu, j'arrive jamais à faire qu'une seule partie. Il y a plein de jeux où j'aurais envie de faire une deuxième partie, mais je le fais pas parce que voilà, celui-là, j'en fais toujours 3, 4, 5. Bah là, avant de tourner ma vidéo, j'y ai joué justement. J'avais même pas prévu de vous en parler, mais j'y ai joué et je tourne la vidéo 1 heure plus tard que prévu parce que j'ai enchaîné 6-7 parties. Je pense être plutôt bon. Sur le mode solo, le barème, plus de 151 points, c'est le meilleur. Et je fais souvent 135, entre 135 et 145 et ça m'arrive régulièrement de dépasser les 150. Je pense, bon en même temps il y a 40 parties, hein, donc je pense avoir plutôt bien compris. Après, ça n'empêche que la dernière partie, j'ai fait 98. Je crois que c'est ça, et du coup c'est probablement la pire partie ever, et c'est le plus petit scoring. C'était le scoring qui décrit, c'est vous êtes un débutant ou un truc comme ça, je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, je regardais des vidéos en même temps, je ne sais pas. Mais je pense que je suis plutôt bon, et j'adore ce jeu. La version Tokyo n'est pas encore sortie. Je sais même pas si je vais l'acheter parce que j'adore tellement cette version que je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir une petite variante. On n'a pas encore dit ce que c'était, mais je pense que vous le connaissez. C'est déjà un jeu de Blue Orange fait par Matthew Dunstan et illustré par Maxime Morin. On va faire le métro londonien. On va tirer une carte, ça va nous dire vers quelle station il va falloir faire un trait.
c'est-à-dire qu'on a des stations carrées, des stations rondes, des stations rectangles, des stations hexagonales et je sais plus, mais un quatrième, je sais plus ce que j'ai dit, un rond ou un triangle, bref. Et puis on va surtout avoir 4 lignes de métro qu'on va faire de 4 couleurs différentes. On va avoir 4 crayons de couleur. On commence avec un premier crayon de couleur et puis on va tirer les cartes. Dès qu'on a tiré toutes les cartes métro souterrain, les cartes roses, eh bien on passe au stylo d'après, puisqu'on a je crois 6 cartes roses et 6 cartes bleues. Si vous tirez toutes les cartes bleues, eh bien, finalement après il vous restera que les cartes roses, pour simplifier, donc vous ferez une ligne de métro assez longue, puisque vous jouerez toutes les cartes. Mais si finalement les 6 premières cartes que vous tirez sont les roses, vous aurez une ligne de métro assez brève. Donc finalement les parties, les manches, les lignes de métro ont une certaine variabilité entre chaque partie, ce qui fait que les scorings ne sont pas toujours ultra comparables. On peut avoir des parties plus courtes et des fois plus longues que l'autre, mais ce qui fait aussi un charme au jeu. On aura des points, non pas en fonction de la ligne de métro la plus importante, mais ça sera un multiplicateur. On a notre carte qui est divisée en plusieurs régions. On a le premier multiplicateur qui est en fonction du nombre de points, de nombre de stations connectées dans la région la plus peuplée, entre guillemets. Là, on aura relié le plus de stations, multiplié par la longueur de la ligne, c'est-à-dire le nombre de zones, le nombre de régions qu'on va connecter. On marquera des points également à chaque fois qu'on passera la tamise. Dès qu'on passe la tamise, eh bien, c'est 2 points supplémentaires. Et puis, on aura des points pour les stations de métro qu'on aura connectées le plus possible, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au plus une station est reliée par des lignes de métro différentes, au plus on fera un scoring. Et ça, c'est assez sympa finalement d'essayer de créer justement des stations chargées, et alors qu'on a l'impression qu'on n'a plus la place pour circuler, de reconnecter une autre station, puis une autre station, puis une autre station, puis réussir à s'extirper pour aller en campagne, entre guillemets. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui peut des fois être frustrant si on choisit mal notre position. On peut des fois passer notre tour parce que pendant un tour, 2 tours, eh bien, on ne peut plus jouer de cartes parce qu'on a mal établi nos stations, mais ça reste quand même très familial. C'est un jeu qui est rapide, ils mettent 25 minutes. Sur BGA, une partie c'est entre 5 et 10 minutes si vous jouez tout seul. Un jeu ultra sympa, un jeu que j'adore, voilà. J'ai 40 parties, c'est pas pour rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé de 6 jeux. Mon jeu probablement préféré de cette vidéo, Next Station London, je pense que c'est celui dont j'ai le moins bien parlé. En tout cas, je sais que j'ai bafouillé pas mal de fois et qu'il y aura pas mal de quêtes. Un gros coup de cœur pour Distill quand même. Très très content de cet achat que j'ai acheté totalement à l'inconnu. Je n'y connaissais rien. Paper Dungeons, très content d'avoir découvert ce jeu. Applejack, plutôt sympa, mais j'attends de voir un mode solo sur BGA parce que je n'en peux plus de jouer avec des gens qui mettent 15 ans à choisir leur action. Levelton, c'est sympa, mais clairement, il y a mieux, vous pouvez passer. Et c'était quoi le dernier jeu? Ah oui, Carta Ventura, c'est un moment agréable, mais ce n'est pas un jeu de société, donc vous pouvez passer votre chemin. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!